Une des choses sur lesquelles les architectes de l'urgence sont spécialisés, et quasiment où ils occupent une place unique, c'est arriver à faire des évaluations des dégâts précises sur les bâtiments. Et qui est un élément essentiel à la fois pour la phase d'urgence et pour la phase de reconstruction. Restaurer un habitat décent est un élément essentiel qui va permettre à la vie normale de reprendre le dessus. C'est difficile d'aller au boulot tous les matins quand on habite sous la tente. Et encore une fois, c'est une question de dignité humaine qui est avoir très rapidement accès à nouveau à un logement décent pour avoir des conditions de vie décentes qui vont permettre aux autres fonctions de se dérouler correctement, aux enfants d'aller à l'école, aux parents d'aller travailler, etc. Là, on est dans le bâtiment de réparation, donc on a 6 salles de classe. Donc c'est un bâtiment qui a été partiellement détruit. On a décidé de faire que de la réparation, c'est-à-dire qu'on a gardé quelques pans de murs. Par exemple, si on regarde là, les pans qui sont verts, en fait, ce sont des pans de murs qui existaient déjà. Et en fait, nous, on va renforcer le bâtiment en rajoutant des poutres, des raidisseurs et des poteaux. Et reconstruire des pans de murs entiers. Alors la charpente, ce qu'il y a de particulier, c'est les contreventements qu'on a sur les fermes et entre chaque ferme. On a également aussi les pannes qui lient chaque ferme, ainsi que les connecteurs qui sont très durables. On peut voir les connecteurs là qui fixent la charpente, qui fixent les fermes. Ce qui est particulier à Architectes de l'urgence, c'est les contreventements qu'on peut voir là sur les fermes et entre les fermes. C'est important de rajouter les connecteurs parce que ça va augmenter la résistance de notre charpente. La ferme, c'est l'élément de la charpente qui est transversal au toit. Du coup, les bouts de bois qu'on voit en X là et en N, c'est typique de la construction anticyclonique. Ils ne le font pas quand on voit les charpentes qui sont, par exemple, dans les écoles qui étaient déjà là à la base ou quoi que ce soit. On n'a pas les contreventements comme ça, on n'a pas les bouts de bois en croix ou en N entre les fermes et sur les fermes. Ici, ils ne construisent pas en paracyclonique ni en parasismique parce que techniquement, c'est plus élevé, parce que ça coûte plus cher, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, parce que par exemple les écoles, c'est le gouvernement qui va payer la construction et ils n'ont pas forcément l'argent à mettre dedans. Pour augmenter notre qualité de béton, notre résistance de béton, nous on utilise le mixeur qui est juste là. Et vibrer le béton, ça va permettre d'enlever tout l'air qui est dans le béton pour pas qu'il soit emprisonné quand ça va durcir. Et ça permet également au béton de bien prendre sa place dans le coffrage. Il faut obligatoirement vibrer à chaque fois qu'on coule le béton. Pour pas avoir de bulles d'air, pour pas avoir de trous dans le béton, pour pas avoir de... C'est ce qui fait en partie la résistance des bâtiments que fait Architectes d'urgence. Ils sont en train d'utiliser les vibrateurs pour vibrer le béton et ça va permettre en fait d'enlever les bulles d'air et ça va permettre au béton de bien être positionné dans le coffrage. Elle est obligatoire cette phase, ouais. Elle est obligatoire pour avoir une résistance de béton acceptable et pour avoir la résistance de béton que nous on veut. Parce que du coup le vibrage du béton c'est quelque chose qu'on apporte de nouveau sur les chantiers. C'est pas que de la reconstruction, c'est la reconstruction de bâtiments, mais c'est aussi la formation des ouvriers. Réellement en fait de redonner vie à une zone qui a été affectée, que ce soit par un tremblement de terre ou par un typhon. Mais le but c'est vraiment d'acheter le matériel en local, de prendre les gens en local et de les former. C'est-à-dire que la Fondation Architectes d'urgence a une énorme capacité de formation d'ouvriers qui au démarrage arrivent manœuvre et repartent en sachant faire du crépi, en sachant faire de l'enduit, en sachant faire des coffrages. Donc on a toute cette phase aussi de formation qui est très importante pour les architectes de l'urgence. C'est vrai que quand on voit des gens qui au démarrage ne savaient pas forcément crépir, ne savaient pas forcément coffrer, et c'est vrai que le jour où ils réussissent, ils ont tous un sourire
jusqu'aux oreilles d'avoir réussi. Ils ont une grande fierté eux-mêmes aussi d'avoir appris à faire ça. Et c'est vrai que pouvoir leur permettre d'apprendre ça et qu'ils puissent l'utiliser par le futur. Par exemple, si on prend donc les charpentes qui ont été faites sur ces bâtiments-là, c'était des ouvriers qui étaient manœuvres chez nous sur une autre école et que donc France, notre ingénieur local, et moi-même avons formé pour faire des charpentes. Et sur ce chantier-là, ils ont été embauchés en tant que charpentiers. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme satisfaction de se dire que ces personnes-là, maintenant, elles ont trouvé un boulot qui leur permettra de pouvoir vivre plus facilement en Haïti, qui n'est pas forcément le pays le plus facile pour trouver un travail. Et c'est vrai que pouvoir apporter ça aux gens, c'est vraiment une grande satisfaction. Mon expérience directe avec l'architecte de l'urgence a été vers 2012-2013 lorsqu'il nous fallait reconcevoir ce qu'il fallait faire ici et améliorer. Médecins du Monde Canada a fait appel à l'architecte de l'urgence et nous avons travaillé ensemble. Ils ont produit des épures de ce que devrait être le nouveau centre hospitalier de Fontaine, incluant la maternité et les services connexes. Nous avons maintenant une institution avec près de 28 lits d'hospitalisation et où nous offrons tous les services allant des urgences aux consultations générales, y compris certaines consultations spécialisées telles les consultations gynécologiques. Nous réalisons les accouchements et nous sommes en première ligne ici. En 3 mois, les 3 derniers mois de 2016, nous avons récupéré en matière de malnutrition près de 700 bénéficiaires qui ont passé les 3 derniers mois à nos soins avec l'appui de Food for the Poor. Et ça vous donne une idée de l'ampleur des besoins qu'il y a là et de la diversité aussi, parce que nous avons notre PAO avancé qui nous aide à lutter contre le choléra. Et notre service d'urgence ne désemplit pas. C'est-à-dire, nous recevons, quand je dis que nous recevons tous les types d'urgences, cela va des urgences cardio-respiratoires aux accouchements, en passant par les accidents de la route. Et le tremblement de terre m'a tellement bouleversée, je suis allée, je me dis quoi faire, je ne savais pas quoi faire.
Et puis il y a une amie qui nous a dit, pourquoi tu ne vas pas voir le président? Parce qu'il a de bonnes idées pour Haïti, mais il ne sait pas quoi faire. J'ai dit, ah non, moi je ne vais pas voir le président. Je suis trop timide pour ça, je ne peux pas y aller. Et puis après, à force, je lui dis, bon, pourquoi ne pas y aller? Parce que si je ne vais pas, rien ne va se faire. Puis je suis allée, je prends rendez-vous avec lui. Et puis il m'a reçu et je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, bon, je te donne un billet. Tu rentres sur Haïti, tu prends les photos, tu reviens me voir et on verra ce qu'on peut faire. Et les professeurs qui étaient là, ils étaient tellement découragés. Et j'avais une réunion avec eux, je leur ai dit, avec vous et sans vous, on va construire l'école. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais l'école, on va avoir au moins une bonne salle de classe. Quand le président a vu, il a dit, je vois, je ne sais pas comment je vais faire pour vous aider, mais je vais vous aider. Et je crois quelques jours après, nous sommes convoqués à Radio France et on m'a présenté M. Patrick Colombel de l'architecture d'urgence. Et je crois que c'est par là que l'histoire a vraiment commencé. L'histoire de notre école. Je travaille au niveau international depuis pas mal d'années, notamment sur la reconstruction après des catastrophes. Ouais. Mais en préalable, on travaille sur ce qu'on appelle la mise en sécurité. Donc on a fait ça dans beaucoup de pays, notamment on a fait ça en Haïti, on a fait ça au Népal encore récemment, il y a 1 an et demi, on a fait ça au Pérou, tous les pays où il y a des catastrophes, du genre des tremblements de terre. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'essayer de bien comprendre la manière dont on peut sauver des vies sur un prochain tremblement de terre du même genre dans des secteurs qui sont identiques. Il y a une chose qu'on peut apporter, parce que ça on a l'expérience là-dessus, c'est de travailler sur de la sécurisation de bâtiments. On a une spécificité, c'est qu'on est assuré pour faire de la mise en sécurité dans le monde entier. Il n'y a que 2 pays où on n'est pas assuré, les États-Unis et le Canada. Et sinon, on peut travailler un peu partout. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup de pertes humaines. Les pertes du bâtiment, tout ça, bon, ok. Mais le pire, c'est les pertes humaines. Donc, nous nous trouvons à l'école Tanza Norte Elementary School. Donc, c'est la toute première école que l'on a faite aux architectes de l'urgence juste après le typhon Yolanda. Donc en novembre 2013, après le super typhon, les 2 toitures des bâtiments qui sont juste derrière nous
ont volé parce qu'ils n'étaient pas forcément bien fixés au bâtiment. Et donc du coup, on est revenu et pendant 4 mois, donc, on a fait des réparations sur les 2 bâtiments. Donc on a à la fois rajouté des poteaux béton et des poutres béton pour solidifier la structure, pour qu'elle soit parasismique et paracyclonique. Et on a également donc, refait toute la partie charpente et la fixation de la charpente aux poutres béton sur les 2 bâtiments qui sont derrière nous, ce qui permet à ces 2 bâtiments d'être solides et de pouvoir tenir le prochain typhon. Shake them down, climb that tall tree, shake them down, shake them down, shake them down, shake down.